Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. Faut-il lever les brevets sur les vaccins contre le Covid-19 pour les rendre réellement accessibles à tous dans le monde? Les enjeux du pass sanitaire européen. Dans quelques instants, je recevrai l'eurodéputé belge Marc Botenga. L'histoire de l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing était connue pour son engagement en faveur de la construction européenne. Nous reviendrons sur le parcours de l'ancien chef de l'État. Les expressions populaires, ne pas être intelligent, les Danois disent ne pas avoir inventé l'assiette creuse. Que dit-on ailleurs? C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. Que fait l'Europe dans notre région? Nous sommes aujourd'hui avec Bernard Leroy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire du Vaudreuil et président de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Le Hub 4.0 à Louviers, c'est 1880 m² de surface globale, 500 m² de bureaux, 220 m² pour 7 salles de réunion et une maison de l'industrie et des espaces de convivialité. Comment est-ce qu'est né ce projet ? C'est un projet qui date de 2013. En fait, on est sur un site qui est une friche industrielle, qui était une friche qui avait été un très beau site industriel sur 13 hectares, qui avait été d'abord donné lieu à la production de disques vinyles. C'était du temps de Polygram. Et puis le vinyle a été tué par le CD. Donc c'est Synram qui a produit des CD jusqu'en 2012. Et le téléchargement a donc tué une deuxième fois ce site. Et donc on a dit, pour un site martyr 2 fois du numérique, il nous faut un sujet qui soit en phase avec le temps, avec les besoins de l'industrie, avec les besoins des utilisateurs. Et donc c'est tout le sujet de la transition numérique, donc des entreprises. Alors le site sur lequel est né le projet, c'est l'ancien site Synram, qui a longtemps été délaissé. C'était la meilleure option qui a été retenue pour la suite de ce site? Il y avait en tout donc 13 hectares. Là-dessus, il y avait 20 000 m² de bâtiments en tout. On a fait une étude avec l'établissement public foncier de Normandie, qui a servi de portage, qu'il a acheté pour nous en 2014. Et là, on a fait un diagnostic, effectivement, qui a permis de dire il y a à peu près 12 000 m² de bâtiments qui sont vraiment à la fois pollués, obsolètes, qui sont des gouffres énergétiques. Donc on va les déconstruire. Et puis on va garder 8 000 m² de beaux bâtiments historiques des années 60 qui étaient en bon état. Et c'est à l'intérieur un des bâtiments donc, sur lequel on a établi la pépinière. On a rénové en pépinière numérique sur ce Hub 4.0. C'est l'ensemble du site qui s'appelle Hub 4.0, où on a effectivement d'une part la pépinière, que vous avez très bien décrite, et qui accueille aujourd'hui des startups et des sociétés qui sont spécialisées dans le 4.0, c'est-à-dire des gens qui fabriquent et qui installent par exemple des analyses de vibrations sur les moteurs qui tournent pour faire de la maintenance prédictive, ou ce sont des gens qui produisent des logiciels pour analyser les données massives, les fameux big data. Et puis à côté, on a un espace de coworking qui fait 1800 m², qui est le plus grand espace de coworking de l'Eure, qui est piloté par un privé, Rodolphe Durand, ça s'appelle La Filature. À côté, on a un atelier relais de 1500 m² qui permet d'accueillir des entreprises qui ont un projet de construction sur le territoire, mais en attendant que l'unité de production soit construite, eh bien, ils ont besoin de commencer à recruter, former, etc. Et donc, c'est notamment le cas de la maroquinerie Hermès sur ce site. Et puis, on est en train d'aménager, là, actuellement, un grand hall d'exposition et de congrès qui fera un peu 1000 places assises, un espace d'exposition qui permettra de tenir des congrès et des conférences et des animations et des expositions de matériel autour du 4.0. Vous avez déjà des idées de congrès qui seront organisés ? Tout à fait, il y a toute une liste qui tourne d'une part déjà autour de l'intelligence artificielle,
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Le 4.0, aujourd'hui, c'est essentiellement des grandes entreprises. Chez nous, on a un club 4.0 avec des entreprises comme Schneider Electric, Sanofi, Johnson & Johnson, Aptar Pharma, Barry Callebaut, etc. Et des apporteurs de solutions. Mais aujourd'hui, donc, ce sont essentiellement des grands groupes qui sont dans le 4.0. Et tout l'enjeu, ce sont les établissements de taille intermédiaire, ce qu'on appelle les ETI, les grosses PME, qui doivent s'y mettre rapidement et qui vont s'y mettre rapidement. Puisque on voit très bien que si on veut réindustrialiser la France, la rendre compétitive, rendre les entreprises agiles dans le domaine de passer d'une production à l'autre, d'une série à l'autre, etc., il faut vraiment qu'elles aient toutes les technologies autour du 4.0, un peu comme un commerçant aujourd'hui, si vous voulez. S'il n'a pas son canal de vente par Internet, il souffre beaucoup. Parce que ce que connaissent les commerçants aujourd'hui, parce qu'ils s'y sont pas mis quand il fallait, eh bien, ça va être la même chose pour l'industrie. Et donc, il y aura des colloques autour du 4.0 pour dire qu'est-ce que c'est, comment ça marche. On fait intervenir des spécialistes comme le professeur Chenu de Rouen, de l'INSA de Rouen, qui est un des grands spécialistes français et internationaux de l'intelligence artificielle. On fait intervenir des gens sur la cybersécurité. On fait intervenir des gens sur comment faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire quel type de capteur, quel type d'objet connecté il faut avoir pour mettre en place le 4.0 dans son entreprise, et puis des témoignages surtout d'entreprises qui l'ont fait et qui ont magnifiquement réussi. Et chez nous, je vous disais, on a au Vaudreuil, c'est la chance de ma commune d'avoir cette belle entreprise de Schneider Electric. Jean-Pascal Tricoire, le PDG de Schneider Electric, est venu avec des ministres et l'inaugurer il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, une bonne partie des directeurs de sites Schneider au monde viennent au Vaudreuil passer quelques jours pour voir comment ça se fait, quelles étaient les choses qu'il fallait mettre en place, quels étaient un peu les obstacles ou les résistances. Et donc, sur des cas très concrets, on a énormément de sujets à communiquer. La matière est là. Et la chance qu'on a sur notre territoire, c'est qu'on a 45% des emplois qui sont industriels. Donc, ce sont des emplois en plein dans le monde de l'industrie, pharmaceutique, biotechnologie, cosmétique, parfum, le luxe, et notamment aussi la robotique. Et donc, tout ça permet d'avoir une densité et une intensité d'expérience, d'échange, de savoir-faire, qui fait que ce club 4.0 est animé par Stéphanie Henry, qui est une spécialiste qui nous vient du pôle test, et le pôle de compétitivité de la région normande dans le domaine du numérique. Merci beaucoup Bernard Leroy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes maire du Vaudreuil, mais aussi président de la communauté d'agglomération Seine-Eure. Un site internet pour en savoir plus, agglo-seine-eure.fr. L'histoire de l'Europe dès 1957, alors qu'il n'est qu'un jeune député, Valéry Giscard d'Estaing vote pour la ratification du traité de Rome créant la Communauté économique européenne. Un engagement en faveur de l'Europe qui s'est poursuivi. Son parcours avec la Maison de l'Europe et Europe Direct. Zone Europe. Valéry Giscard d'Estaing est né le 2 février 1929 à Coblence, en Allemagne. Fils d'un haut fonctionnaire et grandit au sein d'une fratrie de 5 enfants. Diplômé de l'école politique et de l'ENA de la promotion Europe de 1951, il commence sa carrière au sein de l'Inspection générale des finances. En 1956, il s'engage dans la politique et est élu député au Puy-de-Dôme. Il est nommé en 1962 ministre des Finances et des Affaires économiques dans le gouvernement de Georges Pompidou. En 1969, il est à nouveau nommé à cette même fonction dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas. Puis en 1972 dans celui de Pierre Messmer. Élu président de la République à 48 ans, réformateur et moderniste, il prône une société libérale avancée. Son septennat est marqué par un bon nombre de changements, abaissement de la majorité à 18 ans, légalisation de l'avortement, divorce par consentement mutuel ou encore simplification du protocole de l'Élysée. Pro-européen depuis toujours, Valéry Giscard d'Estaing travaille à un rapprochement durable entre la France et l'Allemagne. L'entente avec son homologue allemand Helmut Schmidt mène à la création du système monétaire européen, précurseur de l'euro.
Valéry Giscard d'Estaing s'affirme également comme un défenseur du multilatéralisme. Initiateur du G5, il s'engage pour une coopération accrue au niveau européen, ainsi qu'un nouvel élan politique des institutions européennes. Il supprime les sommets européens, sorte de réunions informelles des chefs d'État et instaure le Conseil européen. C'est également sous son mandat qu'est décidée l'élection au suffrage universel du Parlement européen. En 1979 ont lieu les premières élections européennes remportées par l'UDF, le parti du président, qui porte Simone Veil à la présidence de l'institution. Après sa défaite présidentielle de 1981, il est élu à Strasbourg, où il préside le groupe centriste du Parlement européen et siège à la Commission institutionnelle, puis à la Commission économique, monétaire et de la politique industrielle, au cœur des négociations sur le traité de Maastricht et sur l'union monétaire. Il défend l'idée d'une Europe politique et d'un achèvement de l'union monétaire en tant que président du mouvement européen international. Son engagement européen le mène à la présidence de la Convention sur l'avenir de l'Europe, dont les travaux mènent à la création d'une constitution pour l'Europe, signée en 2004, dont la ratification échoue en France et aux Pays-Bas, mais inspirera le traité de Lisbonne en 2007. Valéry Giscard d'Estaing défend l'idée d'une Europe dépassant les nations, unie fiscalement et avec un budget commun. Élu en 2003 à l'Académie française en tant qu'écrivain, il aura continué toute sa vie, comme il le défendait dans son discours devant la Convention sur l'avenir de l'Europe en 2002, à rêver d'Europe. Le 2 décembre 2020, Valéry Giscard d'Estaing meurt à l'âge de 94 ans dans sa propriété d'Auton, dans le Loir-et-Cher. Zone Europe, l'invité politique. Je reçois aujourd'hui Marc Botenga. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen. Vous êtes membre de la Commission de l'industrie et de la recherche et de l'énergie. Alors c'est pas la première fois que vous venez dans Zone Europe pour parler de la gestion de la crise sanitaire par l'Union européenne. À l'heure où nous enregistrons cette émission, 65% de la population de l'Union est entièrement vaccinée. Alors est-ce qu'on peut dire déjà que cette mission de vaccination est réussie ? 65%, c'est bien, je veux dire, en soi. Après, il y a des grandes inégalités au sein de l'Europe, je pense au sein de mon pays aussi. Mais ce qui, moi, m'inquiète, c'est qu'on a une situation où, mondialement, les inégalités sont absurdes. Et quand je dis absurde, en fait, c'est révoltant et c'est dangereux. Donc le British Medical Journal, qui est un journal médical prestigieux, parle même ou s'interroge sur un crime contre l'humanité. Pourquoi ? Parce que dans d'autres pays, notamment des pays à bas revenus, il y a souvent que même pas 3% de la population qui a été vaccinée. Et c'est dramatique parce que vous savez, le virus n'a pas de frontières, ne connaît pas de frontières. Plus le virus circule, plus il y a des variants. Et vous savez qu'en Europe, on ne sera pas en sécurité si demain, il y a peut-être un variant qui échappe au vaccin. Et donc, ce manque, disons, d'avoir, ou cet échec à avoir garanti un accès universel à ce vaccin, c'est aujourd'hui le problème fondamental. Alors, est-ce que la stratégie vaccinale, c'est finalement la plus efficace, ou en tout cas la stratégie vaccinale à très grande échelle, en vaccinant toutes les populations, en tout cas au niveau européen? Est-ce que c'est la plus efficace? Et est-ce que finalement, on a le droit de critiquer cette stratégie et d'avoir un autre point de vue? Est-ce qu'on est entendu quand on pense autrement? On doit forcément critiquer cette stratégie. Je veux dire, moi, je vous pointe déjà les inégalités. Et ces inégalités ne sont pas des fatalités. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui nous vient du ciel, qui nous tombe dessus. Ah ben tiens, il y a des inégalités. Non, nous savions à la base, déjà au début, qu'aucune entreprise n'aurait la capacité de produire suffisamment de vaccins pour tout le monde. Et donc, on a demandé un transfert de technologie, une ouverture du brevet, etc. Ça ne s'est pas fait. L'Union européenne est aujourd'hui, au niveau mondial, l'opposant le plus fort de cette mesure-là, donc le fait des partages des technologies et des brevets. Alors, bien sûr qu'il faut la critiquer, parce qu'en face de ça, on voit Big Pharma, donc les grandes entreprises pharmaceutiques, qui font des milliards, des dizaines de milliards de bénéfices. Et donc, il ne s'agit pas de dire qu'eux, ils sont en difficulté, qu'il faut aider les entreprises. Non, il faudrait aujourd'hui, en pandémie, garantir la santé publique. Évidemment, ça vient avec toute une série d'autres mesures qui doivent être prises par rapport aux soins de santé primaires, par rapport à la prévention, par rapport à l'éducation à la santé, etc. Donc, ce n'est pas que la stratégie vaccinale qui est importante, mais qui a un angle mort très fort, qui est celui du manque de vaccins, disons, dans les pays du Sud à faible revenu. Justement, les premiers cas qui ont été déclarés en Europe, c'est janvier 2020. Le 11 mars de l'année dernière, 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la situation de pandémie, carrément. Quels ont été les moments clés de la gestion de cette crise? À quel moment est-ce qu'on a commencé à en parler, finalement, au Parlement européen? Et est-ce qu'on n'en a pas parlé un peu tard? Parce qu'on a commencé à voir les choses
se passer en Chine, depuis la France ou même la Belgique. Au début des confinements, l'Italie, le nord de l'Italie était confiné. On voyait ça de très loin alors que finalement c'était déjà très proche. Oui, je pense qu'en Belgique, encore quelques semaines avant le confinement, on a eu une ministre de la Santé qui a insinué que c'était finalement une petite grippe. Hein. Et on n'a pas pris au sérieux en tant que gouvernement, donc pas nous particulièrement, enfin moi particulièrement parce qu'on n'est pas au gouvernement, on est à l'opposition, mais les gouvernements n'ont clairement pas pris la mesure, n'ont pas pris au sérieux ce qui était en train de se passer. On a pensé, c'est ce que Richard Vous pensez Horton... que c'était par manque de moyens ? Non, je pense que c'était par manque de considération pour le reste du monde. Donc Richard Horton, qui est rédacteur en chef de Lancet, qui est une autre revue médicale prestigieuse, a dit qu'en fait, on a regardé avec mépris les pays asiatiques où ça se passait. On a dit, ouais, ça se passe en Chine, mais bon, de toute manière, c'est l'Asie. C'est loin d'ici, ça restera là. C'est des cultures différentes. On n'a pas pris au sérieux. Et c'est pour ça que je dis, quand on a une ministre encore quelques semaines avant un confinement généralisé, jamais vu, qui dit, oui, finalement, est-ce que c'est bien pire qu'une grippe ? C'est évidemment le symbole ou la preuve qu'on n'a pas pris au sérieux. Comme on n'a pas voulu prendre au sérieux le besoin d'avoir des traitements et des vaccins accessibles à tous, partout dans le monde, le plus rapidement possible. Et on a dit, oui, on va investir sur le vaccin, et on va mettre le paquet, mais on ne va pas demander que le vaccin soit accessible à tous tout de suite. Justement, à l'heure où on parle d'une 3e injection de vaccin, déjà aux États-Unis, mais même déjà au sein de l'Union, on parle de 25% de la population mondiale qui est totalement vaccinée, majoritairement les pays riches, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et sur le continent africain, seuls 5% de la population serait totalement vaccinée. Alors la Commission européenne est à l'initiative d'une installation, d'une construction d'usines à vaccins sur le continent africain. Alors Thierry Breton, commissaire européen, a annoncé plus d'un an, 1 an et demi pour construire ces usines. Est-ce que ce n'est pas déjà trop tard ? Mais évidemment, d'abord, il y a des usines qui existent qui pourraient fabriquer le vaccin si on libérait le brevet et si on partageait la technologie. Donc activer la capacité de production existante est un défi et quelque chose qui devrait se faire. Mais pour ça, il faudrait ouvrir les technologies ou partager les technologies et le brevet. Et ça, l'industrie pharmaceutique, l'Union européenne ne veulent pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, on va construire une nouvelle usine qu'on va financer et qui appartiendra, ou dont le contrôle final sera aux mains des multinationales européennes, pour ne pas partager cela. Est-ce qu'on ne va pas importer en Europe des vaccins qu'on va construire en Afrique ? Bien sûr, mais c'est ce qui s'est fait maintenant avec Johnson & Johnson en Afrique du Sud. Donc, vous voyez qu'en Afrique du Sud, il y a un manque de vaccins. Et on voit que nous, l'Union européenne a un deal avec Johnson & Johnson. Pourquoi ? Parce qu'on a l'argent de dire vendez vos vaccins à nous, chez nous. Et donc on importe des vaccins de Johnson & Johnson en Europe, en fait en niant ainsi le droit à l'accès aux vaccins aux Sud-Africains. Et donc ça se fait, c'est hyper cynique, parce que ce qui se passe, c'est pas une question de est-ce que les Européens ont plus ou moins droit que les Africains aux vaccins. La question c'est est-ce qu'on a droit à la santé ou est-ce qu'on préfère les profits des multinationales ? La contradiction, elle est là. Et donc, tant qu'on ne bouge pas sur cette position de dire non, le profit de Big Pharma est sacro-saint, on n'y arrivera pas et il y a des gens qui vont continuer de mourir. Est-ce qu'en entendant Emmanuel Macron, au début de cette crise, dire « nous sommes en guerre », finalement, ce n'est pas un peu contradictoire avec le fait de ne pas libérer les façons de faire les vaccins, de ne pas libérer ça pour les Africains, même pour le monde entier? Mais bien sûr, mais je veux quand même rappeler que même Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a dit en avril 2020, donc il y a plus d'1 an, que le vaccin devrait être un bien commun universel. Après, elle a évidemment fait marche arrière, mais M. Macron aussi. M. Macron a dit les brevets, on n'y touche pas. Puis il a dit, après que Joe Biden, président américain, a dit oui, moi je suis en faveur d'une levée des brevets. M. Macron a tout d'un coup dit « Ah oui, mais moi aussi, bien entendu ». Et puis ensuite, il a encore rechangé de position quand il s'agit de négocier vraiment. Donc, vous voyez bien que les intérêts sont là, mais sous la pression du public, sous la pression populaire, parfois, ils doivent céder un peu, ils doivent bouger un peu. Et donc, moi, je compte beaucoup sur cette pression populaire pour faire changer le rapport de force. Alors, vous parlez de pression populaire. Depuis le 1er juillet dernier, un pass sanitaire européen appelé certificat Covid numérique de l'Union européenne est entré en vigueur dans l'ensemble des pays membres, mais son utilisation fait débat dans les divers pays. Ça a été lancé par le Danemark dès le mois d'avril. Ce mouvement a été élargi, suivi, avant d'être harmonisé au niveau européen. Mais l'utilisation diffère d'un pays à un autre. On en discutait juste avant, c'est plutôt très strict en France ou encore en Italie. C'est un peu plus souple en Belgique ou encore en Roumanie où ça ne s'applique
jusqu'à l'intérieur ou à des rassemblements de plus de 1000, 1500 personnes. Est-ce que vous pensez que tout d'abord c'est une solution pour réduire la transmission du virus? Et est-ce que vous comprenez la population qui dit que ça brave les libertés individuelles? Mais il y a évidemment, je trouve d'abord avoir effectivement, vous le dites, dans différents pays européens, ça se passe de manière complètement différente. Donc il y a des pays qui sont extrêmement stricts. Je pense que la France est à peu près le pays où c'est le plus strict, ou même pour s'asseoir en terrasse, on a besoin de montrer le pass. Il y a des pays qui demandent juste le pass à l'entrée du pays, donc le pass européen d'ailleurs, pas autre chose. Donc voilà, déjà là on voit qu'il y a une gestion différenciée, comme on l'a vu tout au long de cette crise. Je veux dire, il n'y a jamais eu au niveau européen vraiment une uniformité, un accord là-dessus. Par rapport à l'obligation du pass, moi je veux quand même dire que l'État est en train de renoncer à certaines responsabilités, c'est-à-dire la responsabilité de convaincre, d'organiser dans certains quartiers ou auprès de la population qui hésite, qui doute, etc., d'organiser des campagnes, de convaincre vraiment. Parce que la base de toute campagne de santé publique doit être l'adhésion. Mais cette adhésion requiert un travail des autorités, requiert un travail d'un système de soins de santé, les soins de santé primaires, etc. Moi, je ne vais peut-être pas faire confiance à Big Pharma, une grosse multinationale, mais à mon médecin, je vais faire confiance. Ben, insistons là-dessus, rentrons dans le dialogue, convainquons, etc. Et là, l'État et les différents États, malheureusement, en Europe, refusent, rechignent à le faire, et alors ils choisissent l'option plus facile, dire voilà, soit l'obligation vaccinale, soit... Mais qui sont des obligations vaccinales cachées, on ne peut pas se le mentir. En partie, on pourrait dire ça, mais le débat reste le même. Que ça soit sur ce Green Pass, techniquement, on pourrait, parce qu'en France, c'est comme ça, dans d'autres pays, c'est différent, donc la question se pose vraiment différemment. Mais la question, c'est est-ce que votre système de santé, est-ce que vous voulez investir dans votre système de santé, créer l'adhésion, créer le tracing, comme on dit aussi, donc le suivi des gens, est-ce que vous voulez réagir, est-ce que vous voulez être sur la balle, etc. Ou est-ce que vous dites non, je fais la solution facile? Et moi, je comprends, l'OMS certainement a dit, donc l'Organisation mondiale de la santé, qu'il y a des risques, effectivement, par rapport aux libertés, d'attacher certains droits, un certain statut de santé. Et donc, il faut certainement être attentif à cela. Mais moi, je veux insister sur le rôle que devrait jouer l'État. Et s'il y a bien une chose qu'on doit apprendre de cette crise, c'est que nous avons besoin d'un système de santé fort, c'est-à-dire de première ligne, mais en général aussi unifié, fort. Et alors, on devrait investir là-dedans, dans nos services publics, pour dire, voilà, plus jamais ce genre de pandémie. Mais ça, je ne vois pas, ni l'État français, ni en Belgique, cette poussée dans ce sens-là. Même au niveau européen. Et certainement pas au niveau européen. Moi, je m'attends à ce que la Commission européenne ne demande plus jamais à un pays de couper dans ses soins de santé. Oui. Ce qu'elle a fait pendant 10 ans, 63 fois. Eh ben, je m'attends aujourd'hui à ce que la Commission européenne n'ose plus jamais le faire. Mais est-ce que finalement le Parlement et l'Union européenne n'est pas une trop grosse machine pour avancer face à une crise qui avance très rapidement, à un virus qui mute très rapidement ? Mais ça dépend ce que vous voulez. Je veux dire, c'est pas le Parlement européen qui va gérer la crise Mais par exemple, tous les jours au quotidien. C'est au niveau européen qu'on a géré justement ces négociations avec les Big Pharma. Comme absolument. Et je pense que, vous savez, si le but des négociations avait été on veut acheter ce vaccin au meilleur prix, aux meilleures conditions, dans toute la transparence, etc., ça aurait été une bonne chose, parce qu'on aurait été 27 pays face aux Big Pharma pour s'imposer. Mais le but n'a pas été ça. Le but a été de dire, on va vous garantir vos profits, et en échange, on veut une petite priorité par rapport à un vaccin. Ça, c'est pas du tout ce à quoi devait servir cette coopération européenne. Est-ce que c'est l'échelle ? Moi, je constate que tous les pays ont suivi ces négociations. Tous les pays, la France était présente, la Belgique était présente, l'Italie, l'Allemagne, etc. Donc aucun pays peut dire que c'est uniquement la faute à la Commission européenne. Moi, je critique fortement la gestion de la Commission européenne, qui est celle du profit d'abord plutôt que celle de la santé d'abord. Mais les États, les gouvernements l'ont suivi, ont contrôlé. Et donc c'est la même logique qui domine au niveau national en France ou en Belgique ou ailleurs, et à la Commission européenne. Très bien, merci beaucoup Marc Botenga d'avoir été mon invité dans Zone Europe. Je rappelle que vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe de la gauche au Parlement européen et membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. Alors, toute autre chose à présent, les expressions populaires. Ne pas être intelligent. Alors en France, on dit ne pas avoir inventé le fil à couper le beurre. Alors comment est-ce qu'on dit en Belgique ? Écoutez, si on veut être poli, on pourrait le dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Je pense que nous, souvent les Belges, on est un tout petit peu
plus direct et je ne me permettrai pas d'utiliser ça sur vos antennes. Mais voilà, on irait un peu plus franco, je pense, Très bien. avec des expressions que je suis sûr sont connues en France, mais qu'on va taire ici. On va en parler tout de suite. Que dit-on ailleurs? Regardez. Les Roumains disent « il est intelligent comme le mouton ». Au Royaume-Uni, on dit « He'll never set the Thames in fire », ce qui signifie « il ne mettra jamais feu à la Tamise ». Aux Pays-Bas, on dit « ne pas avoir inventé le fil noir ». En Espagne, on dit « ser más tonto que Perico el de los palotes ». Être plus bête que Pierrot, c'est lui qui utilise les baguettes du tambour. Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.